Vous appelez ça propre? Le cri strident de Capucine a éclaté dans le hall d'entrée du manoir comme un verre brisé. Il n'y a pas eu de bonjour, pas d'avertissement. Juste le son de sa voix et, peu après, le bruit sec et humiliant de la pointe d'un escarpin de luxe frappant le seau en métal. Clang! L'eau sale, grise et pleine de mousse chimique a volé dans les airs. Solène n'a pas eu le temps d'esquiver. Le liquide immonde a frappé sa poitrine, trempant son uniforme, et s'est répandu sur le sol en marbre importé qu'elle était en train de polir à genoux depuis 2 heures. La chaleur de ce mardi était insupportable. Il ne pleuvait pas depuis des semaines, et l'air à l'intérieur de la maison, même avec la climatisation, semblait lourd, étouffant. Solène a senti l'eau froide et sale couler le long de son ventre, se mêlant à la sueur d'épuisement qui recouvrait déjà son corps. Elle leva la tête, le cœur battant dans la gorge. Capucine était là, une tour d'arrogance vêtue de soie champagne, tenant une cigarette électronique dorée comme si c'était un sceptre. Elle ne regardait pas Solène comme si elle regardait un être humain. Elle regardait comme si elle avait trouvé un cafard sur le tapis persan. « J'ai posé une question, fille !» Capucine fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel de Solène, qui était encore à genoux. « Je paye une fortune à cette agence pour m'envoyer quelqu'un de compétent, et il m'envoie une limace aveugle. Regarde cette tache ici !» Capucine pointa un point inexistant sur le sol, maintenant couvert par l'eau sale qu'elle avait elle-même renversée. « Madame Capucine, j'avais déjà terminé. Le sol était propre. Vous avez tout envoyé balader. » Solène tenta d'argumenter, la voix tremblante de peur. « Quoi ?» Capucine a laissé échapper un rire incrédule et venimeux. « Tu m'accuses, j'ai trébuché sur ton désordre. Tu laisses ce sot au milieu du chemin, essayant de tuer ta patronne, et tu as encore l'audace de me blâmer ?» Solène a mordu sa lèvre, sentant le goût métallique de la colère et de l'impuissance. Elle avait besoin de cet emploi. Le loyer était en retard de 2 mois. La pharmacie ne vendait plus l'inhalateur d'asthme à crédit. Si elle perdait ce salaire, elle serait à la rue. Simplement. La fierté a dû être avalée à sec, égratignant la gorge. « Désolé, madame, c'était sans le vouloir. Je vais nettoyer tout de suite. » Tu vas nettoyer, oui, et tu vas lécher ce sol si nécessaire, jusqu'à ce que je voie mon reflet dessus. Et si je vois une autre tache, ou si tu mets plus de 5 minutes, je déduirai de ton salaire. Capucine a secoué la main qui tenait un biscuit importé, laissant tomber des miettes fines intentionnellement sur la flaque d'eau sale. « Oups, nettoie ça aussi. » Solène baissa la tête, les larmes d'humiliation brûlant ses yeux, et commença à passer le chiffon frénétiquement, mélangeant les miettes avec l'eau sale. Ses genoux, déjà à vif à cause du frottement constant, criaient de douleur. C'est dans ce chaos, avec Solène humiliée au sol et Capucine triomphante debout, que la porte d'entrée s'ouvrit. Le clic électronique de la serrure fut le seul avertissement. Amaury entra. Le contraste était brutal. Alors que le hall d'entrée sentait la tension et le produit de nettoyage, Amaury apportait l'odeur de la rue, de l'épuisement et d'une journée de travail interminable. Il desserra sa cravate dès qu'il passa la porte, les yeux creux de celui qui ne dormait pas bien depuis des mois. La transformation de Capucine fut instantanée, presque effrayante. La posture rigide de bourreau fondit en une courbe douce d'épouse dévouée. Le visage tordu de dégoût s'illumina d'un sourire angélique. « Mon amour !» Elle courut vers lui, sautillant délicatement pour ne pas marcher dans l'eau sale. « Tu es arrivé tôt !» Quelle merveilleuse surprise! Elle l'a embrassé par le cou, l'embrassant avec une possession théâtrale. Amaury a rendu l'étreinte mécaniquement, mais ses yeux, fatigués et attentifs, ont balayé l'environnement et se sont arrêtés sur la scène au sol. Il a vu l'eau répandue. Il a vu les miettes. Et il a vu Solène, trempée, tremblante, frottant le sol avec un désespoir qui n'était pas normal. Que s'est-il passé ici? Sa voix était grave, rauque. Pourquoi l'entrée est-elle inondée? Le cœur de Solène s'est arrêté. C'était la brèche. Il avait demandé. Amaury ne semblait pas être comme Capucine. Il disait toujours bonjour, demandait toujours si elle avait déjeuné, si elle parlait,
Si elle disait, elle a tout envoyé balader et a jeté de la nourriture sur moi. Mais avant que Solène ne puisse reprendre son souffle, la main de Capucine a caressé la poitrine d'Amaury, attirant son attention. « Ah, mon amour, ne t'énerve pas pour ça. C'était un petit accident domestique. Solène. Pauvre, elle est un peu maladroite, tu sais. Elle a trébuché sur ses propres pieds, a renversé le seau, a fait ce désordre. Mais je lui ai déjà dit, Solène, calme-toi, ça arrive. J'étais ici pour la rassurer, pauvre chérie. Elle était si nerveuse qu'elle a commencé à trembler. » Capucine regarda Solène par-dessus l'épaule d'Amaury. Le sourire était doux, mais les yeux étaient des poignards de glace. Le message était clair. « Contredis-moi et tu meurs. » Solène sentit le poids du monde sur ses épaules. Elle regarda Amaury. Il la fixait, attendant une confirmation. Il y avait un doute dans son regard. Il savait que Capucine exagérait, mais savait-il qu'elle était malveillante? « C'est vrai, Solène ?» demanda-t-il doucement. Solène ferma les yeux pendant un millième de seconde. Elle vit le visage du propriétaire lui réclamant le loyer. « Oui, monsieur Amaury. » Le mensonge avait un goût de cendre. « Je suis désastreuse, j'ai glissé. Désolé pour le désordre, ça va être propre. » Amaury soupira, passant la main sur son visage. La tension quitta ses épaules. Il choisit de croire au mensonge facile, plutôt que de faire face à une vérité difficile. « Ça va. Fais attention à ne pas te blesser, Solène. Ce sol est dangereux quand il est mouillé. Viens, ma chérie, laisse-la nettoyer. J'ai fait préparer ce vin que tu aimes. » Capucine le tira par la main, le guidant vers l'escalier, loin de la saleté. Alors qu'il montait, Solène entendit le murmure de Capucine fort et clair. « C'est si difficile de trouver des gens bien de nos jours, n'est-ce pas? On leur donne une chance et elles ne font que causer des problèmes. » Solène resta là, seule dans le hall d'entrée étouffant. La chaleur semblait avoir augmenté. Elle ne pleura pas. La colère assécha ses larmes. Elle tordit le chiffon si fort que les articulations de ses doigts devinrent blanches. Elle allait nettoyer ce sol. Mais cette tâche dans son âme, cette humiliation, elle ne l'oublierait pas. 1 heure plus tard, la maison était plongée dans un silence tendu. Le soleil s'était déjà couché, mais la chaleur persistait. Dans l'office, le ventilateur de plafond tournait paresseusement, incapable de vaincre la chaleur. Solène rangeait les produits chimiques dans le placard, les mains encore parfumées au chlore même après les avoir lavées 3 fois. Madame Gisèle, la gouvernante, était assise à la table, polissant l'argenterie du dîner avec des mouvements répétitifs et hypnotiques. Gisèle était une femme qui semblait avoir rétréci avec le temps. Épaules courbées, voix basse, yeux qui ne croisaient jamais personne en face. Elle savait tout, voyait tout et ne parlait de rien. C'était ainsi qu'elle survivait depuis 20 ans dans ce manoir. « C'est un monstre, Madame Gisèle. » Solène lâcha la phrase dans l'air, sans se retourner. Gisèle s'arrêta de polir une fourchette en argent. Le silence dans la cuisine devint plus dense. « Parle bas, ma fille, les murs ont des oreilles. » Et le babyphone de la chambre du bébé qu'elle dit qu'elle aura un jour, parfois elle le laisse allumer dans le salon juste pour nous écouter. Solène se tourna, incrédule. « Madame, avez-vous vu ce qu'elle a fait? Elle a tout envoyé balader sur moi. Elle a jeté des biscuits par terre comme si j'étais un pigeon. Et ensuite elle a menti à monsieur André avec ce faux sourire. Comment supportez-vous cela ?» Madame Gisèle soupira, un son profond qui semblait venir de l'âme. « Je supporte parce que j'ai un fils à l'université, Solène, et monsieur André paie les frais de scolarité. C'est un homme bon entouré par de mauvaises circonstances. De mauvaises circonstances. Elle est le diable. Ça suffit. » Madame Gisèle frappa la table avec la fourchette, un son métallique aigu. « Prends sur toi ou prends la porte. Mais si tu veux rester, apprends la règle numéro 1. Fais-toi oublier. » Madame Gisèle se leva et marcha vers Solène, la tenant fermement par les épaules. « Et en parlant de règles, je dois te rappeler la plus importante, celle qui pourrait te coûter bien plus que ton emploi. » Madame Gisèle pointa vers le fond du couloir de service.
Là où la lumière du couloir n'atteignait pas correctement, il y avait une lourde porte en chêne foncé, l'entrée de l'aile est. Tu ne dois jamais, en aucune circonstance, entrer dans ce couloir. Le couloir de son père, le fameux monsieur Armand, demanda Solène. Exact. Madame Gisèle, je ne comprends pas. La maison est énorme. Pourquoi reste-t-il enfermé là? Je n'ai jamais vu son visage. On dit qu'il est fou, mais... Ce n'est pas on dit. Il l'est. Madame Gisèle baissa la voix pour un chuchotement terrifié. L'Alzheimer a mangé son cerveau, Solène. Mais ce qui reste n'est pas un enfant. C'est une bête. Madame Capucine a dit que la dernière fois qu'ils ont essayé de le sortir de la chambre, il a mordu l'infirmière jusqu'à faire couler le sang. Il crie, il est violent. C'est pourquoi il reste enfermé. C'est sécurité maximale. Solène Lemoine regarda la porte sombre. La description ne correspondait pas à la sensation qu'elle avait. Parfois, en passant près, en nettoyant le bas de mur, elle ressentait un frisson. Pas de peur, mais de tristesse. Et qui s'occupe de lui? Une équipe spécialisée. Ils entrent par l'arrière au petit matin. On ne voit même pas. C'est très discret, pour ne pas embarrasser monsieur André. Il souffre beaucoup de cela, le pauvre. Il pense que son père est devenu un monstre. Et il est devenu... Solène insista. Gisèle hésita. Pendant un instant, le masque de gouvernante parfaite tomba. Je n'ai pas vu monsieur Armand depuis 3 ans, Solène. Depuis que madame Capucine a pris en charge la gestion de la maison et des infirmiers. Je ne sais que ce qu'elle dit. Et ce qu'elle dit est « Restez loin ou il vous tuera ». Solène ressentit un froid dans le ventre qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Il y avait quelque chose de très mal dans cette histoire. Maintenant, va. Le dîner va être servi. Et Solène, Gisèle lui prit le bras. Fais attention. Capucine s'ennuie aujourd'hui. Et quand elle s'ennuie, elle aime chasser. La salle à manger était glaciale. La climatisation était au maximum, créant une ambiance artificielle d'hiver européen pour justifier les vins rouges lourds que Capucine aimait ouvrir. La table était un spectacle d'ostentation. Chandelier en argent, nappe en lin égyptien et de la nourriture. Beaucoup de nourriture. Solène servait en silence, se déplaçant comme un fantôme autour de la table. Le plat principal était de l'agneau en croûte d'herbe et de la purée de tubercules truffés. L'odeur était divine, contrastant avec la faim qui rongeait l'estomac de Solène, qui n'avait mangé qu'une pomme de toute la journée. Amaury mangeait peu, mâchant lentement, le regard lointain perdu dans ses préoccupations. Capucine, en revanche, jouait avec la nourriture. « Cette viande est sèche !» Elle lâcha le couteau dans l'assiette avec bruit. Amaury leva les yeux, fatigué. Capucine, c'est la 3e fois que vous vous plaignez du le-chef cette semaine. La viande est excellente. Pour votre palais rustique peut-être. Pour moi, elle est brûlée. Elle poussa l'assiette pleine. Elle avait mangé peut-être 30 grammes de viande. Solène surgit des ombres immédiatement. Oui, madame, vous pouvez l'emporter. Ça, c'est des déchets. Faites demander au le-chef de préparer une omelette avec des blancs d'œufs et du fromage brie, et jetez ça. Solène regarda l'assiette. Il y avait presque 1 kilo de viande noble. Excusez-moi. Elle retira l'assiette. En marchant vers la cuisine, elle sentit le regard d'Amaury sur elle. Il semblait gêné par le comportement de sa fiancée, mais ne dit rien. Son silence était complice. Dans la cuisine, la scène se répétait comme un rituel macabre. Solène s'arrêta devant la poubelle du personnel. « Il faut vraiment jeter, madame Gisèle. C'est un péché. Tant de gens souffrent de la faim. »« Jette, Solène !» Gisèle ne regarda même pas. Si elle trouve un os d'agneau dans les déchets du personnel, elle renvoie tout le monde pour vol. Elle vérifie. Elle est malade. Solène ferma les yeux et retourna l'assiette. La viande tomba dans la poubelle, se mêlant à des coquilles d'œufs et des marques de café. Le bruit sourd de la nourriture gaspillée fit plus mal que le fait d'à tout envoyer balader. « Oui, et monsieur Armand ?» demanda Solène, voyant madame Gisèle préparer un plateau dans le coin. Le contraste était à pleurer. Sur le plateau en plastique gris,
Il y avait un bol avec un bouillon clair, jaunâtre, où flottaient des morceaux tristes de chayotte, et un pain qui semblait avoir été coupé hier. « C'est le dîner de lui ?» murmura Solène, choquée. « Régime léger et restrictif, c'est ce que dit l'ordre affiché sur le réfrigérateur, » répondit Madame Gisèle, la voix chargée d'amertume. Madame Capucine dit que la protéine le rend agité, que les épices sont mauvaises. C'est de l'eau sale, Madame Gisèle. Il est un homme, pas une plante. Il meurt de faim avec ça. Emporte le plateau, Solène. Madame Gisèle tourna le dos, ne voulant pas discuter l'indiscutable. Laisse-le sur la console du couloir. L'infirmière le prend. Solène prit le plateau. Ses mains tremblaient d'indignation. Elle traversa la cuisine, passa par le couloir de service et arriva à la porte interdite de l'aile est. La maison était dans un silence absolu. Il n'y avait pas d'infirmier. Il n'y avait pas de mouvement. Solène posa le plateau sur la console du couloir. Elle regarda la porte verrouillée. Alors, elle entendit. Ce n'était pas un cri de fou. Ce n'était pas un rugissement. C'était un son bas, rythmique. Le son de quelqu'un frappant légèrement sa tête ou sa main contre le mur, dans un rythme d'autoconsolation, et un murmure rauque, sec. « Pain, s'il vous plaît, pain !» La voix était humaine, fragile, désespérée. Solène se figea. Le monstre demandait du pain. Le lendemain se leva étouffant, le ciel blanc de chaleur. La tension dans la maison était palpable. Capucine était sortie pour le cercle privé. Amaury pour l'entreprise. La maison était vide. Solène nettoyait le couloir près de l'aile est. Le plateau de la nuit précédente avait disparu, mais la kumbuka était de retour, vide, léchée jusqu'à la dernière goutte. Crash! Le son du verre brisé venait de l'intérieur de la chambre verrouillée. Fort, violent. Solène Lemoine lâcha le balai. Son cœur s'emballa. Aïe! Un gémissement de douleur. Du sang, beaucoup de sang. Elle ne pensa pas aux règles, elle ne pensa pas à son licenciement. Elle pensa à son père. Elle pensa à l'humanité. Solène courut vers la porte, verrouillée. Elle regarda autour d'elle, frénétique. Ses yeux se posèrent sur le haut du chambranle de la porte. Une couche de poussière épaisse recouvrait le bois, sauf à un endroit où quelque chose brillait légèrement. Elle tendit le bras, se mit sur la pointe des pieds. Ses doigts touchèrent un métal froid. Une clé, cachée à l'endroit le plus évident, couverte de poussière. Quel genre de sécurité maximale était-ce? C'était de la négligence, c'était de l'abandon. Solène prit la clé, la glissa dans la serrure, tourna. La porte s'ouvrit avec un grincement de charnière sèche. L'odeur la frappa comme un coup physique. Une odeur dense, chaude, d'urine vieille, de sueur et d'endroits clos. Les fenêtres étaient scellées avec des planches et du ruban adhésif, empêchant toute lumière du soleil. Dans la pénombre, Solène a vu la scène qui changerait sa vie. Il n'y avait pas de meubles, juste un lit d'hôpital rouillé. Et sur le sol, replié entre les morceaux d'un verre brisé, se trouvait un homme. Squelettique, les côtes marquées sous la peau translucide. De longs cheveux blancs, enchevêtrés, couvrant son visage. Il ne portait qu'une couche gériatrique large et sale. Il essayait de lécher une flaque d'eau sur le sol, mélangée au sang de sa propre main, coupée par les morceaux. « Ne frappe pas !» Il gémit en voyant la lumière du couloir entrer. Il couvrit sa tête avec ses bras fins comme des brindilles. « Je ne l'ai pas fait exprès. J'avais soif. Ne frappe pas, sorcière !» Solène sentit ses jambes fléchir. L'image de cet homme, le père du propriétaire de ce manoir millionnaire, réduit à un animal effrayé, brisa quelque chose en elle. Solène entra dans la chambre et ferma la porte derrière elle, laissant seulement une fente de lumière. « Je ne vais pas frapper. » Sa voix sortit étouffée. « Je suis Solène. » Elle s'est agenouillée sur le sol sale, ignorant l'odeur, ignorant le danger. Le vieil homme a repoussé les cheveux de son visage. Ses yeux bleus, identiques à ceux d'Amaury, étaient écarquillés de terreur, mais il y avait une lueur d'intelligence là. « De l'eau ?» a-t-il demandé. Solène a couru aux toilettes attenantes à la chambre, qui étaient sèches, sans serviette, sans savon. Elle a rempli un gobelet en plastique au robinet et est revenue. Il a bu comme si c'était le salut.
Il s'est étouffé, a toussé, a bu encore. Quand il a terminé, il a regardé la poche du tablier de Solène. Odeur, nourriture. Solène s'est souvenue. Elle avait gardé l'œuf dur et la moitié du pain de son déjeuner pour manger plus tard. Elle n'a pas hésité, elle a sorti l'emballage en papier aluminium de sa poche. C'est peu, monsieur Armand, mais c'est à vous. Elle a mis l'œuf dans sa bouche. Il a mangé avec une voracité qui a fait pleurer Solène en silence. Il ne mâchait pas, il avalait. La faim était ancienne, profonde. La sorcière ne donne pas à manger, juste de l'eau sale. Il chuchota entre les bouchées. Elle dit que je suis mauvais, que Amaury me déteste. Amaury ne sait pas, monsieur Armand. Solène essuya le sang de sa main avec un mouchoir en papier qu'elle avait sorti de sa poche. Je suis sûr qu'il ne sait pas. Il sait. Il ne vient jamais. Parce qu'elle ne le laisse pas. Tout à coup, le bruit d'une voiture faisant crisser les pneus à l'entrée du garage résonna au loin. Le vieux se figea. La terreur absolue envahit son visage. Elle est revenue. Elle sent l'odeur. Cache-toi. Solène ramassa rapidement les morceaux de verre, les enveloppant dans le paquet de mouchoirs en papier pour ne pas faire de bruit et les enfonçant profondément dans la poche de son tablier. Je dois y aller. Si elle me voit ici, je ne peux plus t'aider. Tu reviens. Il saisit son poignet avec sa main ensanglantée. Promets-le. Solène regarda cet homme détruit. Elle pouvait partir d'ici, verrouiller la porte, s'en aller et ne jamais revenir. Elle pouvait faire semblant de ne pas avoir vu. C'était le plus sûr, mais elle regarda dans ses yeux. Je reviens. Demain. Avec de la vraie nourriture. Elle l'a aidé à s'allonger sur le lit, le couvrant avec le drap sale. Elle est sortie de la chambre. Elle a verrouillé la porte. Elle a remis la clé sur le dessus du chambranle poussiéreux. « Solène !» Le cri de Capucine est venu du salon. Solène a couru vers les toilettes de service les plus proches, est entrée et a ouvert le robinet au maximum, plongeant ses mains tremblantes dans l'eau pour laver le sang du vieux et la sueur de sa propre peur. « Solène, où es-tu, espèce d'inutile ?» Solène a pris une profonde inspiration, s'est regardée dans le miroir. Ses yeux n'étaient plus les mêmes. La peur était devenue du carburant. « Je suis ici !» Elle a crié en retour, la voix ferme. « Dans la salle de bain !» La guerre avait commencé. Les jours suivants s'étiraient comme un brouillard épais de tensions et de secrets. Le manoir, autrefois simplement un lieu de travail oppressant, s'était transformé en un champ de mine où un faux pas signifiait l'explosion. Pour Solène, chaque mouvement dans le couloir poli était calculé, chaque respiration était mesurée. Elle vivait maintenant une vie double vertigineuse. Aux yeux de Capucine et de Gisèle, elle était la femme de ménage soumise qui nettoyait les plaintes dans un silence absolu. Mais, dans l'ombre, elle était la seule ligne de vie d'un homme oublié dans l'obscurité. L'opération Ange Gardien, comme Solène l'avait baptisée dans ses pensées pour ne pas perdre courage face à la peur, avait commencé par de petits vols de dignité. Ce n'était pas un vol de biens, mais de reste. Mercredi, le déjeuner du personnel était du bœuf haché avec des pommes de terre. Solène n'a mangé que les pommes de terre. Elle a gardé la viande dans une serviette en papier, l'enveloppant comme s'il s'agissait d'un bijou, et l'a cachée au fond de la poche de son tablier. Elle a travaillé avec faim jusqu'à 3 heures de l'après-midi, sentant son estomac gargouiller chaque fois qu'elle se penchait pour tordre le chiffon de sol. Mais le moment le plus risqué a été jeudi. Le dîner des patrons avait été un risotto aux champignons avec de l'huile truffée. Les casseroles sont revenues à l'évier de la cuisine incrustées du reste du riz crémeux qui collait au fond. Madame Gisèle était au téléphone dans le garde-manger. Solène, au lieu de jeter de l'eau et du détergent immédiatement, a pris une cuillère et a gratté frénétiquement le fond de la casserole. Ce riz légèrement brûlé, mélangé avec l'huile chère que Capucine méprisait, est allé directement dans le pot en plastique de la gamelle de Solène. Ce n'était pas du vol, c'était des déchets. Mais pour M. Armand, ce serait un banquet. Lorsque la maison est enfin devenue silencieuse et que Solène a pu utiliser la clé poussiéreuse pour entrer dans l'aile est, l'odeur de moisi a été brièvement remplacée par l'arôme de l'huile truffée qui émanait de son pot. M. Armand était assis sur le lit, attendant.
Il ne se recroquevillait plus autant lorsque la porte s'ouvrait. En voyant Solène, ses yeux bleus embrumés brillaient comme des phares dans le brouillard. « Tu es venu !» murmura-t-il, la voix encore faible, mais sans le tremblement de la terreur absolue qu'il avait le premier jour. Solène la nourrit. À chaque cuillerée de ce riz raclé de la casserole, elle voyait la couleur revenir légèrement sur ses joues. « C'est de la nourriture de roi !» murmura-t-il, fermant les yeux en goûtant. « Amaury aimait ça. Champignons. Oui, monsieur Armand, c'est le dîner du roi. » Mais la nourriture ne suffisait pas. L'odeur dans la chambre était insupportable, acide. « Nous allons nettoyer ça, monsieur Armand. Aujourd'hui, nous allons faire une toilette de chat. La sorcière ne sentira pas l'odeur, je te le promets. » Solène apporta un bassin d'eau tiède et un savon de glycérine neutre qu'elle avait acheté avec son propre argent à la pharmacie. Elle ne pouvait pas utiliser les savons importés de la maison. Capucine remarquerait la disparition de tout article de luxe et l'odeur forte de parfums français trahirait tout. C'était un processus lent, gênant et douloureux. Le corps de M. Armand était couvert d'escarres et de vieilles blessures dues à rester allongées dans la même position. Solène nettoya chacune avec la délicatesse de quelqu'un qui nettoie une relique sacrée brisée. Alors qu'elle passait le chiffon tiède sur ses bras maigres, M. Armand commença à pleurer. Pas de douleur, mais d'un profond soulagement. « Ma mère, elle faisait ça quand je tombais de vélo, » balbutia-t-il, l'esprit voyageant dans le temps. Éliane, son nom était Éliane. Elle chantait pour moi, et pour Amaury. Amaury aimait les avions. Vroom, vroom. Solène s'arrêta, le chiffon suspendu dans l'air. C'était la première fois qu'il parlait de son fils, sans peur, sans l'associer à la sorcière. La mémoire revenait, fragmentée, comme un puzzle étant remonté pièce par pièce. Amaury aime toujours les avions, monsieur Armand. Il voyage beaucoup pour le travail. Il vole vraiment dans le ciel. Le vieux fronça les sourcils, confus et inquiet. Il voyage, mais il est petit. Il va tomber. Le ciel est très haut. Solène sourit tristement, tenant sa main osseuse. Pour ce père, le temps s'était arrêté à l'enfance de son fils, avant la maladie, avant la cruauté, avant que Capucine ne transforme cette maison en mausolée. Solène réalisa alors qu'elle ne se contentait pas de maintenir un corps en vie. Elle était en train de sauver une histoire, mais le danger rôdait à chaque seconde. Vendredi, Madame Gisèle arrêta Solène dans le couloir de service et renifla l'air. « Vous dépensez trop de désinfectant dans ce couloir de l'aile est, Solène. L'odeur de propreté atteint même l'escalier principal. Madame Capucine a du flair, faites attention. Si elle pense que vous gaspillez des produits dans une zone interdite, elle déduira de votre salaire. » Solène hocha simplement la tête, le cœur battant dans la gorge. « C'est pour tuer le moisi qui vient sous la porte, Madame Gisèle. Le moisi attaque mon asthme. Je passe juste un chiffon sur le seuil. » Le mensonge a tenu, pour l'instant. Mais Solène savait que la chance est une ressource finie. Capucine devenait de plus en plus agitée. Et une méchante ennuyée est plus dangereuse qu'une méchante occupée. Samedi matin. Le soleil pénétrait par les fenêtres de la salle du petit déjeuner, illuminant une table dressée digne d'une couverture de magazine. Des fruits tropicaux découpés en forme géométrique, des pains artisanaux à fermentation naturelle et des jus détox verts que Capucine postait sur Instagram, mais qu'elle buvait rarement. Solène était à genoux près du buffet, nettoyant une tache imaginaire sur le tapis, mais ses oreilles étaient accordées à la conversation du couple comme un radar. Amaury a lâché la tablette où il lisait les nouvelles du marché financier et a regardé Capucine, qui appliquait une crème très chère sur ses mains avec des mouvements lents et circulaires. Il semblait un peu plus reposé ce jour-là. Peut-être parce que c'était le week-end, ou peut-être parce qu'il sentait inconsciemment que la maison était moins lourde énergétiquement. « Capucine, je pensais... » a commencé Amaury, hésitant. « Cela fait longtemps que je n'ai pas reçu le rapport écrit du docteur Renaud sur papa. Les factures des infirmières arrivent par prélèvement automatique, mais je ne vois pas d'évolution. » Solène a gelé,
la brosse arrêtée sur le tapis. Docteur Renaud était le nom du médecin renommé qui supervisait supposément le traitement. Solène savait, en ayant fouillé dans la poubelle du bureau quelques jours auparavant, qu'il n'y avait aucune prescription récente de ce médecin. Capucine n'a pas changé son expression, pas d'un millimètre. Sa froideur était professionnelle, entraînée. « Ah, mon amour, j'ai parlé avec lui hier au téléphone. Il a dit que l'état est stable, dans la mesure du possible pour un dégénératif. » Stable comment? Il a encore ses accès de violence? Pire, malheureusement. Capucine soupira, faisant une tête de chagrin théâtral, secouant la tête. L'infirmière de nuit m'a envoyé un message vocal ce matin, paniquée. Elle a dit qu'elle a essayé de lui donner un bain et il a mordu son bras. Elle a dû aller aux urgences pour se faire recoudre. Le vieux a une force incroyable, Amaury. C'est la démence. Il devient une bête sauvage. Solène serra le manche de la brosse si fort que les articulations de ses doigts devinrent blanches. Mensonge, elle voulait crier. Mensonge sale. Il est doux, il chante, il pleure quand je caresse ses cheveux. Il peut à peine soulever un verre d'eau. Comment aurait-il la force de mordre quelqu'un? Amaury baissa la tête, visiblement bouleversé, repoussant son assiette de nourriture. Mon Dieu, je devrais y aller. Je ne peux pas le laisser comme ça. Peut-être que s'il me voyait, s'il entendait ma voix... Non! Capucine coupa, incisive, presque en criant. Puis, réalisant l'exagération, elle adoucit sa voix pour un ton maternel manipulateur. « Mon amour, ne fais pas ça avec toi-même. » Docteur Renaud a été clair. Ta présence est le plus grand déclencheur pour lui. Il se souvient de toi et devient violent parce qu'il pense que tu l'as abandonné. Si tu entres dans cette chambre, il va t'attaquer, ou il va avoir une crise cardiaque à cause du stress. Tu veux tuer ton père de chagrin? La manipulation était chirurgicale. Amaury recula, vaincu par la culpabilité que Capucine lui infligeait chaque jour. Non, bien sûr que non. Tu as raison, je ressens juste le manque de lui, de mon vrai père. Je sais, mon cœur, mais je m'occupe de tout. Je te protège, et je le protège de cette horrible situation. Maintenant, prends ton café. Il va refroidir. Solène ressentit un goût amer de bile dans la bouche. Elle se leva, prit le seau et sortit de la salle avant de vomir de dégoût devant eux. Elle se dirigea directement vers l'office, prit son balai et, profitant du fait que Madame Gisèle était dans le jardin, se rendit au couloir interdit. Elle colla son oreille à la porte en chaîne. Son cœur battait fort. S'il criait, s'il était violent, elle l'entendrait. Mais à l'intérieur, dans l'obscurité, il n'y avait pas de cri. Il n'y avait pas d'infirmière mordue. Il y avait une voix faible, rauque, mais juste, fredonnant doucement. Romarin, romarin doré, qui est né dans le champ sans être semé. C'était mon amour, qui m'a dit ainsi. Monsieur Armand chantait, chantant la chanson que sa mère chantait. Solène sourit, avec des larmes chaudes coulant sur son visage. La musique était la preuve vivante, auditive et indéniable que Capucine était une menteuse pathologique. Et Solène grava ce son dans son esprit. Elle avait désespérément besoin qu'Amaury entende cela. Mais comment? Amaury était interdit de s'approcher. Solène avait besoin d'un plan de guerre. Mais avant qu'elle puisse penser à une stratégie, la malice de Capucine agissait en premier. Le lundi commença avec une étrange électricité dans l'air. Capucine ne sortit pas pour le cercle privé. Elle errait dans la maison, passant d'une pièce à l'autre comme un tigre en cage, portant un peignoir en soie rouge sang. Elle observait Solène nettoyer les fenêtres, observait Solène épousseter. Son regard n'était pas de surveillance, c'était de la chasse. Elle cherchait une faille. Cette fille est très effrontée. Noddy Solène entendit Capucine commenter avec quelqu'un au téléphone, d'une voix basse, tandis que Solène nettoyait le bas du mur du salon à côté. Une femme de ménage doit être invisible. Elle doit avoir peur. Celle-là a une lueur dans les yeux qui m'irrite. On dirait qu'elle est la propriétaire de la morale de la maison. Je vais régler ça aujourd'hui. J'ai un dîner important et j'ai besoin d'un spectacle.
Solène ne comprit pas ce que cela signifiait avant la fin de l'après-midi. Amaury avait appelé pour prévenir qu'il arriverait plus tôt pour un dîner d'affaires avec des investisseurs internationaux à la maison. L'agitation dans la cuisine était intense. Solène aidait à sécher la vaisselle fine en cristal. « Solène, va te changer !» Madame Gisèle ordonna, nerveuse. « Mets l'uniforme de gala pour servir le dîner. Et s'il te plaît, attache bien tes cheveux, je ne veux pas un seul cheveu dans la soupe. » Solène se rendit au vestiaire du personnel, qui se trouvait dans un couloir latéral isolé, près du garage et de la blanchisserie. Elle marchait dans le couloir de service quand elle entendit des pas rapides venant de la direction opposée. Des pas de talons claquant sur le sol froid. Capucine. Solène, par instinct de survie, s'arrêta avant le tournant du couloir et jeta un coup d'œil. Capucine venait à toute vitesse, regardant derrière elle, paranoïaque. Elle tenait quelque chose de brillant et lourd dans la main. Une montre, le Rolex en or massif, serti de diamants, qu'Amaury ne portait que lors d'occasions spéciales et qui se trouvait dans le coffre. Solène retint son souffle derrière le pilier. Que faisait la patronne là, dans l'office sale, avec la montre la plus chère de son mari? Capucine s'arrêta devant la porte du vestiaire du personnel, exactement là où se trouvait le sac ouvert de Solène, accroché au porte-manteau. Elle tendit la main pour ouvrir la poignée de porte. Le plan était évident, y cacher la montre. À ce moment précis, la porte latérale du garage s'ouvrit avec un fracas métallique. C'étaient les livreurs du buffet engagés, riant et parlant fort, portant des caisses de boissons. « Hé, apporte la glace ici !» cria l'un d'eux. Capucine sursauta violemment. Elle fit un bond, et la montre lourde glissa de sa main, qui était pleine de crème hydratante, comme toujours. Clang! Le Rolex frappa le sol en céramique avec un bruit qui ressemblait à un coup de feu dans ce couloir. Capucine regarda les livreurs qui entraient au bout du couloir, à une dizaine de mètres d'elle. Ils n'avaient pas encore vu la montre, mais ils venaient dans sa direction. Elle paniqua. Si elle se baissait pour la prendre, il la verrait, la patronne, accroupie sur le sol de service en train de ramasser un bijou. Si elle la laissait là, il verrait la montre. Dans un acte de réflexe rapide et lâche, Capucine regarda sur le côté. Il y avait un vieux buffet en bois adossé au mur, avec des pattes courtes. Elle leva le pied et, avec la pointe de son escarpin, donna un coup de pied à la montre pour la faire glisser sous le meuble. Le Rolex glissa et disparut dans l'ombre, adossé au mur, invisible pour quiconque passerait en marchant. Capucine a lissé le peignoir, a levé la tête et lorsque les livreurs se sont approchés, elle a crié « Faites attention à ces caisses, ne rayez pas le mur, où est Madame Gisèle ?» Et elle est partie rapidement en direction de la cuisine, comme si de rien n'était, prévoyant de revenir dans 5 minutes lorsque le couloir serait vide pour terminer le sale boulot. Solène a attendu que Capucine tourne au coin. Son cœur battait si fort que ça faisait mal. Elle est sortie de derrière le pilier. Les livreurs sont passés à côté d'elle, ignorant la femme de ménage. Solène s'est agenouillée sur le sol et a glissé la main sous le vieux meuble poussiéreux. Ses doigts ont touché le métal froid et lourd. Le voilà, le Rolex doré, la preuve du crime. Solène a compris l'urgence. Capucine reviendrait à tout moment. Si Solène le gardait en main, elle serait accusée de vol. Si elle le laissait là, Capucine reviendrait, le prendrait et le mettrait dans son sac. Le destin de Solène était scellé si cette montre restait dans ce couloir. Elle devait agir, et cela devait être l'action la plus risquée de sa vie. Solène saisit la montre et courut, pas vers le vestiaire, pas vers la cuisine. Elle courut vers la partie principale de la maison, montant l'escalier de service 2 marches à la fois. Elle savait qu'Amaury venait d'arriver et était dans le bureau, au rez-de-chaussée, en train de se changer. Solène traversa le hall d'entrée, priant pour ne pas croiser Capucine. Elle frappa à la porte du bureau d'Amaury. « Entre !» Sa voix résonna étouffée. Solène entra, haletante, en sueur, encore en uniforme de nettoyage. Amaury était en train de boutonner sa chemise propre, le torse nu, finissant de s'habiller. Il fut surpris par l'entrée abrupte de l'employé. « Solène, qu'est-ce qui se passe? Tu es pâle. Quelque chose est arrivé à Capucine. »
Solène s'approcha de son bureau en bois massif. Ses mains tremblaient, mais elle déposa la montre avec soin sur les papiers de travail, juste devant lui. « Monsieur Amaury, désolé de déranger ainsi. Je viens de trouver ça. » Amaury regarda sa montre. Il fronça les sourcils, confus. Il prit l'objet, vérifiant le verre. « Ma Rolex ? Mais je pensais qu'elle était dans le coffre. Capucine a dit qu'elle allait séparer mes boutons de manchette et la montre. Où était-elle » Solène dut réfléchir rapidement. Si elle accusait Capucine d'essayer de piéger, il ne la croirait pas. Elle devait être l'héroïne humble, pas l'accusatrice. « Je l'ai trouvée dans le couloir de service, monsieur, près de l'entrée du garage. Je pense qu'elle a dû tomber quand Madame Capucine est allée recevoir le buffet, ou quelque chose comme ça. Elle était par terre, presque poussée sous le meuble. J'avais peur que quelqu'un marche dessus ou qu'elle disparaisse dans la confusion des livreurs. » Amaury regarda Solène, puis la montre de 200 000 €, puis Solène à nouveau. Pour la première fois, il vit quelque chose au-delà de la femme de ménage invisible. Il vit une intégrité brute. « Tu l'as trouvée par terre ? Et tu l'as apportée directement à moi ? » ?»« Oui, monsieur. Ma mère m'a appris que ce qui n'est pas à nous brûle la main. » Amaury sourit. Un sourire fatigué mais sincère. « Merci, Solène. Cette montre était un cadeau de mon grand-père. Elle compte beaucoup pour moi, plus que l'or. Merci pour ton honnêteté. »« De rien, monsieur. Excusez-moi. » Solène sortit du bureau en tremblant comme une feuille. Elle avait désamorcé la bombe nucléaire. Mais Capucine ne le savait pas. Capucine retournerait dans le couloir, verrait que la montre avait disparu et entrerait dans une panique ou penserait que Solène l'avait effectivement volée. La nuit serait longue. 2 heures plus tard, le salon était plein. Les 3 associés majoritaires d'Amaury et leurs épouses buvaient du champagne cristal. Capucine était radieuse, vêtue d'une longue robe rouge sang, tenant le bras d'Amaury comme un trophée de chasse. Solène, maintenant douchée et en uniforme de gala noir, servait les canapés, sentant le regard de Capucine brûler son dos à chaque fois qu'elle passait. Capucine souriait aux invités, mais ses yeux, lorsqu'ils croisaient Solène, promettaient de la douleur. Capucine devait être retournée dans le couloir, ne pas avoir trouvé la montre et supposer que Solène l'avait prise pour voler. Son plan était maintenant parfait dans sa tête perturbée. Solène avait la montre dans son sac ou sur elle. Le flagrant délit serait réel. C'est alors qu'Amaury est allé chercher plus de glace au bar que Capucine a agi. Elle a poussé un cri aigu, portant la main à sa poitrine nue. Mon Dieu! La conversation s'est arrêtée. La musique classique d'ambiance s'est arrêtée. Tout le monde a regardé. Que se passe-t-il, Capucine? Amaury est revenu, verre à la main, inquiet. « Votre montre, celle de votre grand-père, et ma bague en diamant, elles ont disparu. Je l'ai laissée sur la commode de la chambre tout à l'heure, je suis allé me laver les mains, et quand je suis revenu, elles ont disparu. Quelqu'un est entré dans la chambre. » Capucine a tourné son corps et a pointé un doigt accusateur, avec l'ongle parfaitement manucuré, directement vers le visage de Solène, qui tenait un plateau de vol au vent. « C'est elle! Je l'ai vue sortir du couloir des chambres tout à l'heure avec une tête suspecte. » Solène s'est arrêtée au milieu du salon. Le sang a gelé dans ses veines. Le plateau a tremblé. « Madame Capucine, je ne suis pas entrée dans la chambre. Je sers le salon depuis 1 heure. » Solène a essayé de se défendre, la voix s'éteignant. « Menteuse !» Capucine a crié, faisant une scène digne d'un Oscar. « Tu es la seule étrangère ici. Je savais que tu avais un air de Sainte-Nitouche. Amaury, fais quelque chose. Fouille-la. Fouille le sac de cette favelada maintenant. La montre doit être là. » Les invités, gênés, regardèrent le sol ou les coupes. Amaury était pâle, immobile. « Capucine, calme-toi. Nous n'allons pas faire de scène devant les investisseurs. Scène, j'ai été volé dans ma propre maison. J'exige qu'on amène son sac ici maintenant. Gisèle, apporte le sac de cette voleuse. » Gisèle est apparue à la porte de la cuisine, livide, apportant le sac usé et abîmé de Solène.
Elle a remis le sac à Amaury avec des mains tremblantes, s'excusant du regard. « Ouvre, Amaury !» Capucine ordonna, les yeux brillants de triomphe maniaque. Elle était sûre que Solène avait ramassé la montre par terre et l'avait cachée dans son sac. Solène leva le menton. Elle regarda dans les yeux d'Amaury. « Vous pouvez ouvrir, monsieur. Je n'ai rien à cacher. » Amaury, visiblement mal à l'aise et gêné par l'attitude de la femme, ouvrit la fermeture éclair du sac usé. Il versa le contenu sur la table basse en verre importé. Un vieux portefeuille écaillé tomba. Un rouge à lèvres bon marché à moitié. Un chapelet en bois simple. Et 3 pots en plastique de margarine réutilisés, vides mais tachés de sauce. Aucune montre, aucun anneau. Le silence dans le salon était assourdissant. On n'entendait que la climatisation. Capucine cligna des yeux, confuse. Le sourire vacilla. Elle fit un pas en avant, fouillant dans les pots vides avec dégoût, salissant ses doigts d'huile. Mais ça doit être là, je sais qu'elle l'a pris. Elle doit l'avoir caché sur elle, dans le soutien-gorge. Fouille-la, Amaury, enlève-lui ses vêtements si nécessaire. Amaury ferma les yeux pendant une seconde, respirant profondément. Quand il les ouvrit, l'expression de Marie soumis avait disparu. Il glissa la main dans la poche intérieure de sa veste et sortit la montre Rolex dorée. Capucine, arrête. Sa voix était basse, mais tranchante, comme un rasoir. Capucine regarda la montre dans sa main. Son visage perdit toute couleur, devenant gris. La montre, tu l'as trouvée? Mais j'ai cherché, je l'ai laissée sur la commode. Solène l'a trouvée. Amaury dit, haut et clair, fixant sa femme. Elle l'a trouvée cet après-midi dans le couloir de service et me l'a remise en main propre au bureau. Des heures avant que tu ne commences ce spectacle ridicule. Les invités échangèrent des regards choqués et des murmures commencèrent. Capucine ouvrit la bouche et la ferma, ressemblant à un poisson hors de l'eau. Le mensonge avait été démasqué, disséqué et exposé devant les personnes les plus importantes pour la carrière d'Amaury. Ah! Capucine tenta rire, un rire nerveux, aigu et hystérique. Quel bonheur! Quel soulagement, mon Dieu! J'ai dû me tromper avec l'émotion. Tu sais comme je suis distraite, n'est-ce pas, mon amour? Et la bague doit être tombée derrière le lit. Quelle tête j'ai! Elle essaie d'embrasser Amaury, mais il fait un pas en arrière, subtilement, mais visible pour tous. Présente des excuses, Capucine. Quoi? Présente des excuses à Solène. Maintenant, tu l'as traitée de voleuse, de pauvre, et tu as ordonné de la fouiller nue devant mes associés. Capucine devient rouge de rage, une veine pulse sur son front. S'excuser auprès de la femme de ménage? Jamais. Mais le regard d'Amaury est sérieux, dangereux. Désolé, Solène. Elle crache les mots entre ses dents, regardant le mur. C'était un malentendu. Solène ramasse ses affaires sur la table avec dignité, remettant les pots dans son sac. Tout va bien, madame. Se tromper est humain. Mais accuser sans preuve est un crime. Solène est sortie du salon. Amaury a regardé Solène avec un respect nouveau et profond. Mais Capucine... Le regard que Capucine a lancé sur le dos de Solène n'était pas de défaite. C'était une guerre totale. Si le plan du vol a échoué, elle allait frapper là où ça faisait le plus mal, à la survie. Le dîner s'est terminé tôt et mal. L'ambiance s'était irréversiblement gâtée. Les invités sont partis en murmurant sur le déséquilibre émotionnel de l'épouse d'Amaury. Quand la porte d'entrée s'est fermée, Capucine a explosé. Elle n'a pas crié sur Amaury. Elle a couru jusqu'à la table basse où, dans la précipitation, Solène avait laissé tomber un des pots par terre en sortant. Tu penses qu'elle est une sainte, hein, Amaury? Capucine a sifflé, les yeux injectés. Solène a trouvé la montre. Solène est honnête. Tu es un idiot aveugle. Ça suffit, Capucine. Tu as dépassé toutes les limites aujourd'hui. J'ai honte. Ah, c'est vrai? Et ça? Capucine prit le pot en plastique par terre. Elle enleva le couvercle. Tu as vu ce qu'il y avait dans son sac? Des pots vides? Non, mon amour. Des pots avec une odeur. Capucine enfonça le pot dans le nez d'Amaury. Sans ça,
Amaury fronça les sourcils, reculant. C'est l'odeur de la nourriture, Capucine. Et alors? C'est l'odeur d'huile truffée, André. Capucine cria triomphante. Du risotto de jeudi. Tu crois que la femme de ménage achète de l'huile truffée dans la favela? Tu crois qu'elle mange des champignons de Paris dans sa chambre de bonne? Solène, qui était à la porte de la cuisine, attendant de nettoyer le salon, entra. Elle ne pouvait pas laisser passer ça. C'était le coup final de la méchante. « Ça ne prouve rien !» Solène dit, la voix tremblante d'indignation, mais ferme. « Ça prouve que tu voles de la nourriture. » Capucine avança. « Tu n'as pas volé la montre parce que tu avais peur, mais la nourriture, tu la voles tous les jours. La facture du supermarché a doublé, les viandes disparaissent, les fruits disparaissent, tu es un parasite morte de faim. » Amaury regarda Solène, puis il regarda le pot. L'odeur était inconfondable. Le doute, cette graine maléfique, recommença à germer. Si elle n'avait pas volé la montre, peut-être volait-elle des choses plus petites? « Solène, » demanda Amaury, la voix fatiguée, « tu as pris du risotto de la maison ?» Solène prit une grande respiration. La vérité était laide, mais c'était la vérité. « Je n'ai pas volé le risotto, monsieur Amaury. »« Menteuse! L'odeur est là! J'ai raclé la casserole !» cria Solène, interrompant Capucine. Le silence tomba dans le salon. Solène continua, les larmes coulant mais la voix ferme. « Jeudi, les casseroles sont revenues pleines de riz collé au fond. Madame Gisèle allait faire laver. J'ai pris la cuillère et j'ai raclé le brûlé du fond avant de mettre de l'eau. Ce qui allait dans l'évier, je l'ai mis dans le pot. Le reste du reste. C'est ça que vous appelez du vol? Mangez ce que vous ordonnez de jeter. » La révélation fut un coup de poing dans l'estomac d'Amaury. Il visualisa la scène. La femme raclant la casserole sale pour avoir quelque chose à manger, tandis qu'il jetait des kilos de nourriture à la poubelle. Capucine, cependant, n'avait pas d'âme pour ressentir de la honte. Un voleur de reste est un voleur comme un autre. Si tu racles la casserole, tu voles mes déchets. Les déchets sont à moi. Ferme la bouche, Capucine. Le cri d'Amaury fut si fort que les vitres de la fenêtre vibrèrent. Il ne criait jamais. Il était rouge, tremblant de colère et de honte. « Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Tu te bats pour des restes de nourriture raclés de casserole, pendant que tu dépenses 10 000 pour un dîner que personne n'a mangé ?» Il marcha jusqu'au centre du salon, regardant de Capucine à Solène. « Je ne sais plus ce qui est vrai dans cette maison. Je ne sais pas qui est la folle et qui est la voleuse, mais je vais découvrir, et ce sera maintenant. » Il sortit son téléphone de sa poche et composa un numéro, le mettant en haut-parleur. « Allô, l'entreprise de sécurité protège? Oui, c'est moi, Amaury. Je veux demander un service d'urgence pour demain matin à 7 heures. »« Que vas-tu faire ?» Capucine demanda, la voix tremblante. « Je veux l'installation de caméras de surveillance, partout. » Amaury parla au téléphone, regardant dans les yeux de Capucine. « Cuisine, couloir intérieur, garde-manger, office. Je veux voir même la poussière tomber au sol. Je veux de l'audio et de la vidéo en haute définition. » Capucine pâlit. La couleur disparut de ses lèvres. Solène ressentit un mélange de soulagement et de terreur absolue. Les caméras prouveraient qu'elle ne volait pas pour ramener chez elle. Elles prouveraient que Capucine était cruelle. Mais les caméras montreraient qu'elle entrait dans le couloir interdit de l'aile Est. Les caméras montreraient qu'elle nourrissait Monsieur Armand. Si Amaury voyait, il la pardonnerait d'avoir enfreint la règle, ou la licencierait-il? Amaury raccrocha le téléphone. « La récréation est terminée, Capucine. À partir de demain, c'est parti pour Big Brother, et ceux qui doivent paieront. » Il monta les escaliers, laissant les deux femmes se dévisager dans le hall d'entrée. Le regard de Capucine était de pure panique. Si les caméras entraient, le secret de son père dans l'aile Est serait découvert. Elle devait agir vite. Solène savait que le temps était écoulé. La guerre froide était terminée. Le massacre allait commencer. Le bruit strident de la perceuse électrique déchira le silence sacré du mardi matin comme un cri métallique. Il était 7 heures précises. Amaury n'avait pas dormi. Il était debout,
au milieu du hall d'entrée, immobile comme une statue, tenant une tasse de café noir qui était déjà froide. Ses yeux, rouges d'insomnie, observaient les techniciens en combinaison bleue installer les petits dispositifs au plafond, perçant le plâtre délicat du manoir. Capucine descendit les escaliers en courant, vêtue seulement d'un peignoir en soie mal noué, les yeux enflés et une expression de quelqu'un qui avait avalé du verre pilé. « Amaury, par amour de Dieu !» elle cria, essayant d'être entendue au-dessus du bruit infernal de la perceuse. « Est-ce vraiment le moment de faire tout ce bruit? J'ai un mal de tête. Tu es devenu complètement fou. » Amaury ne se retourna même pas. Il continua à fixer le technicien qui installait une caméra discrète, camouflée en détecteur de fumée, pointée directement vers la porte de la cuisine. « La sécurité n'attend pas que ton mal de tête passe, Capucine. » Sa voix était monotone, sans émotion, morte. « Tu n'as pas dit que nous étions cambriolés, que la nourriture disparaît, que des bijoux disparaissent. Eh bien, maintenant, nous allons voir les fantômes. » Capucine regarda le dispositif au plafond, clignotant avec une petite lumière rouge intermittente. Elle avala difficilement, la main allant instinctivement à son cou. Mais faut-il vraiment le mettre ici? Le problème n'est-il pas externe? Ce ne sont pas des gens de l'extérieur? Le problème est interne. Amaury tourna le corps et pointa vers le couloir qui menait aux chambres de service et, crucialement, vers le début du couloir de l'aile est. J'ai fait installer partout. Couloir, garde-manger, salon, cuisine, seules les chambres et les salles de bain ont été laissées de côté par la loi. Le reste, c'est Big Brother, Capucine, 24 heures sur 24. Solène était en train de passer le chiffon sur le bas du mur près de l'escalier, essayant de se faire oublier. Elle entendit tout. Son cœur battait la chamade, presque prêt à sortir de sa bouche. Elle jeta un coup d'œil discret vers le haut et vit le technicien installer une caméra à objectif grand angle, juste à l'entrée du couloir qui menait à la porte interdite. Cette caméra capterait tout. Elle la verrait entrer. Elle la verrait sortir. Elle la verrait emporter de la nourriture. C'était la fin de la ligne. Solène échangea un regard rapide et terrifié avec Gisèle, qui se tenait à la porte de la cuisine, pâle comme de la cire. Gisèle savait que si Solène tombait, elle tomberait aussi par complicité. Solène. La voix d'Amaury trancha l'air, l'appelant. Solène fit un bond, lâchant le chiffon mouillé par terre. « Oui, monsieur ?» Amaury s'approcha d'elle. Il avait l'air épuisé, détruit, mais ses yeux étaient alertes, balayant son visage à la recherche de tout signe de culpabilité ou de tremblement. La routine de la maison continue normalement. Je vais travailler de chez moi aujourd'hui. Je vais rester au bureau à surveiller l'installation du système et à tester les flux. Je veux que tu fasses exactement ce que tu fais tous les jours. Nettoie, serre, cuisine. Ne change pas une virgule. Tu as compris? Oui, monsieur, répondit Solène, baissant les yeux. Si tu es honnête, Solène, tu n'as rien à craindre. Les caméras sont des amis de la vérité, mais elles sont des ennemis mortels du mensonge. Il se retourna et se dirigea vers le bureau, claquant la porte avec force. Le bruit résonna dans la maison. Capucine se tenait au bas des escaliers, tremblant de colère. Elle regarda Solène. La haine dans ses yeux était palpable, mais il y avait quelque chose de nouveau là. La peur, une panique réelle et brute. Elle descendit la dernière marche et passa près de Solène, frôlant son épaule avec agressivité. « Si tu ouvres la bouche !» Capucine chuchota, son souffle chaud à l'oreille de Solène. « Si tu fais le moindre caprice devant ces caméras, je m'occupe de toi avant que la vidéo ne termine d'enregistrer. Je te mets en prison, tu as compris ?» Capucine monta les escaliers en courant, probablement pour appeler la supposée l'infirmière et faire annuler toute visite, qui n'a jamais existé, ou pour essayer de créer un alibi désespéré. Solène se retrouva seule dans le hall d'entrée sous le regard froid et électronique de l'objectif en verre au plafond. Elle avait un choix impossible, arrêter d'aller dans la chambre de M. Armand et sauver son emploi, ou tout risquer et sauver la vie de l'homme qui dépendait d'elle.
Elle regarda l'horloge murale. Il était presque 11 heures. Monsieur Armand devait avoir soif et faim. Midi. Le bureau d'Amaury était dans la pénombre, les rideaux fermés, éclairé seulement par la lueur bleutée et fantomatique de 3 moniteurs haute définition montés sur la table en chêne. Le système était de pointe militaire. Il pouvait voir 9 angles du manoir simultanément. L'image était cristalline, colorée. Le son, capté par des microphones sensibles, était parfait. Amaury était assis dans le fauteuil en cuir, immobile. Il avait dit qu'il allait travailler, mais il n'avait ouvert aucun email. Ses yeux sautaient d'un écran à l'autre, obsédés, cherchant l'ennemi dans sa propre maison. Il vit Capucine dans la chambre. La caméra du couloir prenait la porte qu'elle avait laissée ouverte, marchant d'un côté à l'autre, parlant au téléphone portable nerveusement, rongé les ongles. Le microphone du couloir capta des fragments de sa voix stridente. « Non, pas aujourd'hui. Amaury est fou. Ne viens pas. Invente que la voiture est tombée en panne. » Amaury fronça les sourcils. Avec qui parlait-elle? Avec l'infirmière? Pourquoi annuler l'infirmière si Monsieur Armand avait besoin de soins urgents? Alors, ses yeux descendirent vers l'écran 4, la cuisine. Solène était là, c'était l'heure du déjeuner du personnel. Gisèle avait servi le plat de Solène, du riz, des haricots et un morceau généreux de poulet mijoté. Amaury a zoomé sur l'image. La résolution était impressionnante. Il pouvait voir la fumée s'échapper de la nourriture. Il a vu Solène s'asseoir à la table. Elle a regardé l'horloge au mur. Ensuite, elle a jeté un coup d'œil rapide à la caméra au plafond, un regard furtif de quelqu'un qui sait qu'elle est surveillée. Son comportement a changé. Elle s'est penchée sur son assiette, comme si elle allait manger, mais Amaury a remarqué la tension dans ses épaules. Solène a tourné son corps sur la chaise, tournant le dos à la caméra, bloquant la vue directe de l'assiette avec son propre torse. On aurait dit qu'elle s'ajustait simplement, mais ses mains bougeaient rapidement sous la table et devant son corps. « Qu'est-ce que tu caches, Solène ?» Amaury a chuchoté à l'écran, rapprochant son visage. Par les bords de l'image, Amaury vit le mouvement de ses coudes. Elle était en train de couper quelque chose, puis un mouvement rapide pour emballer. Et ensuite, sa main descendit furtivement dans la poche profonde de son tablier. Quand elle se retourna vers la table, l'assiette était plus vide. La moitié du poulet avait disparu. « Elle vole de la nourriture pour l'emporter chez elle », murmura Amaury, ressentant une pointe de déception. Capucine avait raison. Elle met de la viande de côté. Mais pourquoi tant de secrets pour un morceau de poulet? Si elle demandait, il donnerait le poulet entier. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce besoin de cacher. Amaury continua à regarder, hypnotisé. Solène mangea le reste du riz et des haricots rapidement, lava l'assiette, sécha ses mains et prit le seau et le balai. Elle sortit de la cuisine. Amaury échangea son regard pour l'écran 5. Le couloir de service. Solène marchait lentement, la posture tendue, regardant autour d'elle. Elle s'arrêta devant le placard de nettoyage, prit un chiffon propre. Et alors, au lieu d'aller au salon ou dans les chambres pour faire le ménage habituel, elle s'arrêta. Elle regarda le plafond, fixant la caméra du couloir pendant une seconde. Il y avait une demande de pardon dans ce regard, et elle tourna à gauche, vers le couloir de l'Est, l'aile interdite. Le cœur d'Amaury s'arrêta pendant une seconde. Le sang se glaça dans ses veines. « Non », murmura-t-il, « n'y va pas ». Il vit Solène marcher dans le couloir sombre et poussiéreux, où la caméra avait une vision nocturne et rendait tout verdâtre et granuleux. Elle s'arrêta devant la porte en chêne massif. La porte du monstre. Amaury se pencha sur sa chaise, les jointures des doigts blanches tenant le bras du fauteuil. « N'entre pas là, Solène, il va te faire du mal. Capucine a dit qu'il mord. Sors de là maintenant. » Mais Solène ne sortit pas. Amaury vit, avec une clarté terrifiante, Solène se mettre sur la pointe des pieds. Elle étira le bras et passa la main en tâtonnant le haut du chambranle de la porte, tout en haut, où la poussière s'accumulait. Sa main redescendit tenant quelque chose de métallique, une clé cachée. Amaury sentit un goût métallique de bile dans la bouche.
Capucine avait juré que la clé se trouvait dans un coffre-fort numérique, accessible uniquement à l'infirmière et à elle. Pourquoi diable la clé de la cellule de son père était-elle laissée sur le chambranle de la porte, à portée de n'importe qui? Solène déverrouilla la porte. Le mouvement fut rapide. Elle entra, emportant la clé avec elle, et ferma la porte derrière elle. Amaury resta à regarder la porte fermée sur l'écran vert. Le temps s'arrêta. Le silence dans le bureau était assourdissant. 1 minute passa, 2 minutes. Aucun cri, aucun bruit de lutte, aucun signe de violence. « Que fait-elle là-dedans » demanda Amaury au vide. La méfiance s'est transformée en pure panique. Et si elle maltraitait son père? Et si elle était complice de cette infirmière dans les abus? Et si elle volait quelque chose qui se trouvait là-dedans, un bijou de famille oublié? Amaury devait savoir. Il ne pouvait plus simplement regarder. Il a déplacé la souris avec sa main tremblante et a cliqué sur l'icône audio de la caméra 7, le couloir de service. Le microphone installé était de haute sensibilité, capable de capter des chuchotements, et la vieille porte en bois avait de larges fentes en dessous. Il a augmenté le volume au maximum. Le grésillement statique des haut-parleurs a rempli le bureau pendant quelques secondes, sonnant comme de la pluie. Amaury a retenu sa respiration, le corps rigide, attendant d'entendre le grognement de son père dément, le bruit de verre brisé, ou la voix de Solène criant à l'aide. Mais ce qui est sorti des haut-parleurs était quelque chose qui a fait tourner le monde d'Amaury et le sortir de son axe. C'était une voix, douce, basse, mélodieuse, résonnant légèrement dans le couloir vide. La voix de Solène. « Romarin, romarin doré !» qui est né dans le champ sans être semé. Amaury cligna des yeux, confus. Elle était en train de chanter une chanson de ronde pour un monstre violent. C'était mon amour, qui m'a dit ainsi, que la fleur des champs est le romarin. Et alors, une seconde voix surgit, se mêlant à la sienne. Une voix qu'Amaury n'avait pas entendue depuis 3 ans. Une voix faible, tremblante, éraillée par le manque d'usage et par la sécheresse, mais indéniablement humaine. Indéniablement la sienne. C'était mon amour, qui m'a dit ainsi. Amaury porta la main à sa bouche, étouffant un sanglot qui montait en déchirant sa gorge. C'était son père, chantant, pas en criant, pas en insultant, pas en mordant, chantant. Très bien, monsieur Armand. La voix de Solène résonna joyeusement, affectueusement, étouffée à travers le bois. Vous vous souvenez de toute la chanson aujourd'hui. Madame Gisèle serait tellement fière. La Gisèle, la voix du vieil homme trembla, pleine de nostalgie. Elle était belle, n'est-ce pas, Solène? Elle sentait la pluie. Oui, monsieur Armand. Amaury a ses yeux, n'est-ce pas? Oui, mon garçon. Il a les yeux de la couleur du ciel. Mais il ne vient pas, Solène. Il m'a oublié. Il m'a laissé dans l'obscurité. Il n'a pas oublié, monsieur Armand. La voix de Solène était enrouée, pleine de larmes. Il est juste, il est perdu, il est aveugle, mais il va retrouver le chemin du retour, je te le promets. La sorcière dit qu'il me déteste. La sorcière ment. Maintenant, ouvre la bouche, regarde l'avion, vrem. C'est du poulet, monsieur Armand, du poulet tendre, comme vous aimez. Il y eut un silence dans l'audio, suivi seulement par des bruits de mastication lente, vorace, et des gémissements bas de plaisir en mangeant. Bon, de la vraie nourriture. La sorcière ne donne pas ça, elle ne donne que de l'eau sale. Chut, ne parle pas de la sorcière. Mange tout pour être fort. Quand Amaury viendra, vous devez être fort pour l'embrasser. Je vais l'être. Je vais devenir fort pour mon garçon. Dans le bureau, Amaury était paralysé. Les larmes coulaient sur son visage sans contrôle, mouillant le col de sa chemise bien repassée. Il tremblait des pieds à la tête. Chaque mot qui sortait de cette enceinte était un coup de poignard dans la poitrine. La sorcière, elle m'a oublié, de la vraie nourriture, de l'eau sale. Il regarda l'écran. La porte restait fermée, mais l'audio peignait une image qui détruisait, coup par coup, toute la réalité que Capucine avait construite dans sa tête au cours des dernières années. Il n'y avait pas de monstre.
Il n'y avait pas de démence agressive. Il n'y avait pas d'infirmier spécialisé. Il y avait un vieux affamé, abandonné, enfermé dans le noir, étant nourri avec des restes cachés dans la poche par la femme de ménage qu'il avait presque renvoyée pour avoir volé de la nourriture. Amaury ressentit une douleur physique dans la poitrine, comme si son cœur était écrasé par une main géante. C'était un mélange de culpabilité écrasante, de honte insupportable et de haine pure. Haine de lui-même pour avoir été aveugle, haine de Capucine pour avoir été le diable. Il entendit Solène à nouveau, « Prêt, ventre plein, maintenant nettoyons ce visage. Vous êtes un gentleman, vous ne pouvez pas rester sale de sauce. » Solène, « Es-tu mon ange gardien ? Je ne suis que la femme de ménage, monsieur Armand. Non, tu es ma famille, la seule qui reste. » Amaury frappa la table de toutes ses forces. Boum! Le bruit fit trembler les moniteurs et un stylo roula au sol. La seule qui reste. Non, plus maintenant. Amaury se leva de sa chaise. Il n'éteignit pas les moniteurs. Il n'essuya pas ses larmes. Il sortit du bureau comme un homme possédé, trébuchant sur ses propres pieds par urgence. Il n'avait plus besoin de voir à l'écran. Il avait besoin de toucher la vérité. Il avait besoin de demander pardon. Amaury traversa le hall d'entrée du manoir. Ses pas étaient lourds, résonnant sur le marbre. Il ne courait pas, mais marchait avec la détermination mortelle de celui qui va à l'échafaud ou à la guerre. Dans le salon, Capucine était assise sur le canapé en velours, avec l'ordinateur portable sur les genoux et un verre de vin à la main, feignant la normalité. Elle a souri nerveusement en voyant Amaury sortir du bureau, essayant de lire son expression. « Mon amour, tu as fini le travail ?» Elle a essayé de paraître décontractée, la voix trop aiguë. « Je regardais quelques vins pour réapprovisionner la cave. Ce millésime de 2015 que tu aimes est en promotion. » Amaury est passé à côté d'elle sans tourner la tête. Il n'a pas ralenti le pas. Il ne l'a pas vue. Capucine, pour lui, à ce moment-là, était un fantôme, une statique irritante sur l'écran de sa vie. Amaury, sa voix a vacillé, le sourire disparaissant. « Où vas-tu avec cette tête ? Amaury !» Il a continué à marcher, il est passé par la salle à manger, il est entré dans la cuisine. Madame Gisèle était à l'évier, en train de laver la vaisselle. Quand elle vit l'expression sur le visage d'Amaury, les yeux rouges et enflés, la mâchoire serrée, les veines du cou saillantes, elle laissa tomber une assiette en porcelaine. L'assiette se brisa sur le sol, se fragmentant, mais Amaury ne s'arrêta pas. Il ne cligna même pas des yeux, il entra dans le couloir de service. L'air y semblait plus frais. L'odeur de produits de nettoyage bon marché mélangeait à l'odeur ancienne et humide de la maison. Capucine courut derrière lui, ses talons frappant désespérément le sol. Elle comprit où il allait. « Amaury, tu ne peux pas aller là! Amaury, arrête !» Elle cria, la voix montant d'une octave, frôlant l'hystérie totale. « L'infirmière m'a appelé. Elle a dit qu'aujourd'hui il est en crise violente. C'est dangereux. Tu vas te blesser. Il a un couteau. » Amaury s'arrêta à l'entrée de l'aile est. Il se tourna lentement vers Capucine. Le regard d'Amaury fit arrêter brusquement Capucine à 3 mètres de distance, glissant sur le sol. Il n'y avait pas de colère dans le regard d'Amaury. Il y avait la mort. Il y avait la fin de tout. C'était le regard d'un étranger. « Tu as dit qu'il mord ?» Amaury parla, la voix basse, rauque presque un murmure. « Et il mord. C'est un animal. Amaury, s'il te plaît, retournons au salon. Je te fais un massage. Tu es stressé. » Tu as dit qu'il crie, qu'il hurle comme une bête. « Il crie, tous les jours. » Drôle. Amaury tourna le dos à elle et regarda la porte en chêne au bout du couloir. « Je l'ai seulement entendu chanter. » Capucine se figea. La couleur disparut de son visage, comme si elle avait été drainée par une seringue. Ses jambes faillirent et elle dut s'appuyer contre le mur. « Quoi ?» Elle murmura, la terreur prenant le dessus. « Tu as entendu ?» Amaury ne répondit pas. Il recommença à marcher. Chaque pas vers cette porte était un pas loin de la vie de mensonge qu'il avait avec Capucine. « Amaury, non !» Capucine tenta avancer, saisir son bras dans un dernier acte de désespoir.
Amaury secoue son bras avec violence, projetant Capucine contre le mur opposé, sans même la toucher, juste avec la force brute du geste de répulsion. « N'ose pas !» Il grogne, montrant les dents. « N'ose pas faire un pas de plus dans ma direction. » Capucine reste adossée au mur, tremblante, pleurant des larmes de peur, voyant son mari s'éloigner. Elle savait, le jeu était terminé, la maison était tombée. Amaury s'arrête devant la porte en chêne. Son regard monte instinctivement vers le haut du chambranle, où la caméra avait montré Solène prenant la clé. Il n'y avait rien là. La poussière était marquée par ses doigts, mais la clé avait disparu. Cela confirmait tout. Elle était là-dedans, enfermée avec lui. Amaury colle son oreille au bois. Il entendait des rires étouffés, des rires faibles, de vieux, interrompus par des toux sèches. Et la voix de Solène racontant une histoire sur le trafic de la ville. Quelque chose de banal, quotidien, qui pour ce prisonnier devait sonner comme une aventure épique. Alors le bus est tombé en panne en plein sur l'avenue et tout le monde a dû descendre sous la pluie. La voix de Solène venait de l'intérieur, étouffée mais claire. « Et tu as mouillé le pied, petit ange ?» La voix du père, pleine de préoccupations sincères. « Oui, monsieur Armand. J'ai trempé toute ma chaussette. J'ai eu le pied gelé toute la journée. Pauvre petite, prends ma couverture. Tu peux la prendre. Je n'ai pas froid. » Amaury ferma les yeux, sentant les larmes chaudes revenir. Le père, qui n'avait rien, qui vivait dans la saleté, offrant la seule couverture inexistante pour réchauffer le pied de la femme de ménage. Une vague de honte couvrit Amaury, si forte qu'il faillit vomir. Il appuya son front contre le bois froid de la porte et pleura. Un pleur silencieux, avec des épaules secouées, de celui qui réalise qu'il a perdu des années irrémédiablement. Derrière lui, au début du couloir, Capucine observait, paralysée par la terreur de la découverte imminente. Gisèle apparut derrière Capucine, se couvrant la bouche avec les mains, pleurant aussi. Amaury prit une profonde inspiration, essayant de remplir ses poumons qui semblaient s'effondrer. Il essuya son visage mouillé avec la manche de sa chemise. Il devait être fort, il devait être un homme, il devait être un fils. Il essaya de tourner la poignée de la porte, verrouillée. Bien sûr, Solène se protégeait. Il frappa à la porte. 3 coups légers. « Solène !» appela-t-il. La voix faillit, sortit brisée. « Solène, ouvre la porte !» Le silence à l'intérieur fut instantané et absolu. Le rire s'arrêta. L'histoire s'arrêta. Amaury entendit le bruit de quelque chose tombant au sol, peut-être la soucoupe en plastique, et des pas rapides et légers venant vers la porte, et la respiration haletante et terrifiée de Solène de l'autre côté. « Monsieur Amaury ?» Sa voix était un fil de peur pure. « Vous êtes là ?»« Ouvre, Solène. C'est moi. S'il te plaît. » Il y eut une pause, une éternité de 3 secondes, où le destin de tous dans ce manoir était suspendu. Amaury entendit la voix de son père au fond, tremblante, pleine d'espoir et de peur. « C'est le garçon. C'est mon garçon, Solène. Il est venu. » Solène répondit, la voix étouffée par les larmes. « C'est lui, monsieur Armand. C'est lui. L'ange l'a amené. » Le bruit de la clé tournant dans la serrure fut le son le plus fort du monde dans ce couloir silencieux. Clic, clac. Le verrou céda. Amaury posa la paume de sa main moite sur le bois. Il poussa. La porte grinça, s'ouvrant lentement pour révéler l'obscurité de la chambre, brisée seulement par la fente de lumière poussiéreuse que Solène avait ouverte à la fenêtre et par la lumière du couloir qui envahissait maintenant l'espace, illuminant la misère cachée. Amaury fit le premier pas dans l'abîme, et ce qu'il vit là changerait sa vie pour toujours. La porte s'ouvrit complètement, les charnières sèches gémissant comme un ancien lament qui était resté coincé dans la gorge de cette maison pendant des années. La lumière blanche et forte du couloir envahit la chambre pour la première fois depuis longtemps, tranchant l'obscurité épaisse comme une lame aiguisée. Amaury s'arrêta sur le seuil, incapable de faire un pas de plus. L'odeur le frappa en premier, avant même que ses yeux puissent se concentrer.
Ce n'était pas l'odeur de lavande importée que Capucine répandait dans les pièces principales. C'était l'odeur aigre et lourde de la négligence, mélangée à l'odeur sucrée et triste de moisissure et d'humanité oubliée. Ses yeux, habitués à la clarté du couloir, ont mis une seconde torturante à s'ajuster à l'obscurité de ce cachot. Et alors, il a vu. Il a vu le lit rouillé, sans drap digne. Il a vu les planches de bois clouées à la fenêtre, bloquant le soleil. Il a vu les pots en plastique sur le sol, avec des restes de nourriture raclés. Et il a vu Solène. Elle était assise au bord du matelas sale, le corps penché en avant, dans une posture de protection instinctive, presque animale. Un de ses bras entourait les épaules du vieux maigre, le tirant contre elle, comme une aile couvrant un oisillon blessé devant un prédateur. Monsieur Armand a cligné des yeux, ébloui par la lumière soudaine qui blessait ses pupilles dilatées. Il a tremblé violemment, se recroquevillant encore plus contre la poitrine de Solène. « La sorcière !» a-t-il chuchoté, la voix brisée par la peur absolue. « Elle est revenue. Elle a apporté la canne. » Amaury sentit ses jambes faiblir, comme si ses os étaient devenus de l'eau. Il fit un pas tremblant à l'intérieur, la chaussure en cuir italien foulant le sol en ciment battu et sale. « Non, père !» La voix d'Amaury sortit déchirée, un son étranglé qui semblait venir d'un enfant effrayé, non d'un homme fait. « Ce n'est pas la sorcière. » Monsieur Armand cessa de trembler un instant. Il leva lentement la tête, son cou fragile soutenant le poids des années d'abandon. Ses yeux bleus, embrumés par la cataracte et les larmes contenues, cherchèrent l'origine de cette voix dans la silhouette illuminée contre la porte. Il plissa les yeux, essayant de se concentrer. Cette voix... Le vieil homme fronça les sourcils, confus. Amaury? Amaury tomba à genoux. L'impact fut sec, douloureux, mais il ne ressentit rien. Il ne se soucia pas de la saleté sur le sol, ne se soucia pas du costume cher. Il se traîna les derniers mètres jusqu'au lit, pleurant ouvertement, un pleur qui lavait l'âme. « C'est moi, père. C'est moi. » Monsieur Armand a tendu une main squelettique dans l'air, tâtonnant le vide. Les doigts tremblaient. Amaury a pris la main de son père et l'a amenée à son visage, embrassant la paume sale, posant sa joue mouillée sur la peau froide et fine, comme du papier de soie. « Mon garçon. » Monsieur Armand a souri, un sourire édenté et radieux qui a illuminé l'obscurité de cette chambre plus que n'importe quelle lampe. « Tu as grandi? Tu as mis du temps, fils. Le trafic était mauvais ?» L'innocence de la question a été comme un coup de couteau physique au cœur d'Amaury. La douleur était si aiguë qu'il a dû fermer les yeux. Son père ne le blâmait pas. Son père pensait qu'il était juste en retard. « Oui, père. » Amaury a sangloté, serrant sa main contre sa poitrine, où le cœur battait de manière désordonnée. Le trafic était horrible. Je me suis perdu en chemin, père. Je me suis beaucoup perdu. Mais je suis arrivé. Pardonne-moi d'avoir mis tant de temps. Tout va bien. Tu es arrivé. Le vieux caressa les cheveux d'Amaury avec tendresse, ses doigts tremblants passant dans les mèches grises de son fils. Solène s'est occupée de moi pendant que tu ne venais pas. Elle m'a donné des œufs. Tu aimes les œufs, Amaury? Amaury leva le visage et regarda Solène. Elle pleurait silencieusement, les larmes lavant son visage fatigué. Elle essaya de s'éloigner un peu pour laisser de l'espace à la réunion sacrée, mais Monsieur Armand tenait sa main avec l'autre main, avec une force surprenante, refusant de la lâcher. « J'aime, père. » Amaury répondit, la voix nouée. « J'aime beaucoup. » L'émotion initiale de la réunion commença à céder la place à un choc de réalité brutale et glaciale. Maintenant qu'il était proche, à quelques centimètres de distance, Amaury pouvait voir les détails que la caméra de sécurité ne montrait pas. L'odeur, la texture, la vérité nue et crue. Il vit la saleté incrustée sous les ongles de Monsieur Armand, des ongles qui n'avaient pas été coupés depuis des semaines. Il vit l'extrême maigreur, les clavicules saillantes ressemblant à des cintres sous la peau transparente, les côtes marquées à chaque respiration difficile, et il vit quelque chose sur ses poignets.
Amaury saisit le bras de son père avec une extrême délicatesse, de peur de le casser, et tira la manche de la chemise déchirée et sale vers le haut. L'air disparut des poumons d'Amaury. La peau des poignets était à vif. Il y avait une collection de cicatrices, certaines anciennes, blanches et dures, d'autres nouvelles, rouges, enflammées et avec des croûtes de sang sec. C'étaient des marques circulaires, profondes. Des marques de quelqu'un qui avait été solidement attaché et avait essayé de se libérer désespérément. « Qu'est-ce que c'est » demanda Amaury, la voix passant du pleur à une colère volcanique qui commença à brûler dans son estomac. « Qui t'a fait ça, père ?» Monsieur Armand retira instinctivement son bras, gêné, cachant les marques comme un enfant qui a fait des bêtises. « C'est pour que je ne m'enfuis pas, mon fils. La sorcière a dit que je suis mauvais. Que je casse les choses de la belle maison. Elle attache fort. Ça fait mal la nuit quand je veux me retourner dans le lit. » Amaury regarda la tête de lit en fer. Il vit les bandes de cuir épais encore suspendues là, des boucles en métal lourdes, usées par l'usage. C'étaient des sangles de contention, comme celles utilisées dans les anciens asiles. Il regarda Solène, cherchant une confirmation, priant pour que ce soit une erreur. « Il l'attachait » demanda Amaury, la voix s'éteignant. Solène hocha la tête, s'essuyant le visage avec le dos de ses mains. « Tous les jours, monsieur Amaury. Madame Gisèle m'a dit que c'était un ordre exprès de Madame Capucine. Il disait qu'il se frappait, qu'il se griffait. Mais je ne l'ai jamais vu se frapper. Il essayait juste d'atteindre l'eau qu'il laissait loin. Il se blessait en essayant de vivre. » Amaury se leva. Le mouvement était lent, chargé de poids. Il regarda son père, allongé dans cette saleté, couvert par un drap qui sentait l'urine vieille. Il regarda l'assiette en plastique sur le sol, avec des restes de nourriture volés et raclés de la casserole. La culpabilité qu'il ressentait se solidifia. Elle se transforma en une armure de guerre. Il enleva son propre manteau en laine froide. Avec un soin infini, il enveloppa les épaules maigres de son père, couvrant la honte de cette chemise déchirée. Plus jamais. Amaury dit, la voix ferme regardant profondément dans les yeux de son père, « Personne ne te touchera jamais plus. Personne ne t'enfermera ou te ligotera jamais plus. Je le jure. La sorcière va se battre, » murmura le père, les yeux écarquillés de peur conditionnée. Elle crie fort. La sorcière ne commande plus ici. La sorcière est morte pour nous. Amaury embrassa le front en sueur de son père. Puis, il se tourna vers Solène. « Solène ? Oui, monsieur. Reste avec lui. Ne quitte pas son côté, même pas une seconde. Verrouille la porte de l'intérieur si nécessaire, mais ne laisse entrer personne, sauf moi ou les médecins. Je vais descendre. Et quand je reviendrai, cette maison sera différente. » Solène vit l'expression sur le visage d'Amaury. Ce n'était plus le patron fatigué et indifférent. C'était un homme possédé par la justice. « Compte sur moi, monsieur. Je le protège de ma vie. » Amaury se retourna et marcha vers la porte. Il ne se retourna pas. Il avait un règlement de compte à faire, et ce serait définitif. Amaury descendit le couloir comme une tempête silencieuse. Ses pas étaient lourds, déterminés, résonnant comme la sentence de mort d'un mariage. Gisèle, qui était recroquevillée dans un coin du couloir en pleurant de remords, se recroquevilla encore plus lorsqu'il passa. Gisèle. Amaury s'arrêta sans la regarder. « Oui, monsieur Amaury. Pardonnez-moi, j'avais peur, Tais-toi. Je ne veux pas de tes excuses maintenant. Appelle une ambulance privée, la meilleure de la ville. Dis que c'est une urgence gériatrique et appelle la police. »« Oui, monsieur. » Madame Gisèle courut vers le téléphone, tremblante. Amaury entra dans le salon. Capucine était là. Elle n'avait pas fui. Son arrogance était telle, ou peut-être que le déni était si profond, qu'elle pensait encore pouvoir manipuler la situation. Elle était debout, près de la cheminée, tenant le verre de vin à deux mains pour cacher le tremblement incontrôlable de ses doigts. Quand elle vit Amaury entrer, elle essaya de sourire. Ce fut un sourire grotesque, tremblant, un masque en lambeaux. « Mon amour, tu es pâle, en sueur. On peut parler calmement ? Je peux tout expliquer.
Ton père, il a des phases, tu sais. C'est clinique. Parfois, il reste calme et chante. Il ressemble à un ange. Mais ensuite, il devient une bête dangereuse. Je voulais juste te préserver de voir ça. Je l'ai fait par amour. Amaury ne cessa de marcher jusqu'à être à 1 pouce de son visage. Il émanait une chaleur de fureur si intense que Capucine recula instinctivement, heurtant son dos contre le mur froid. Amaury ne cria pas. Il parla d'un ton bas, guttural, terrible. « J'ai vu ses poignets, Capucine. » Capucine ouvrit la bouche pour mentir, mais aucun son ne sortit. La vérité dans le regard d'Amaury la réduisit au silence. « J'ai vu les marques des liens. J'ai vu la maigreur de celui qui souffre de la faim. J'ai vu la peur dans ses yeux quand il a entendu ton nom. Il a demandé si la sorcière avait apporté la canne. Amaury, c'était pour sa sécurité. Il se blesse. » Elle tenta, la voix tremblante, des larmes fausses commençant à perler. « Sécurité ?» Amaury rit, un son sec et terrifiant, sans aucun humour. « Tu as transformé mon père en animal de captivité. Tu as détourné l'argent des infirmiers pour acheter des sacs et des chaussures. Tu l'as laissé pourrir dans sa propre saleté pendant que tu achetais des vins à 5 000 €. Amaury prit le verre de vin de sa main. Dans un mouvement rapide et violent, il le lança contre le mur opposé. Le cristal explosa, se brisant en 1000 morceaux, et le vin tacha le papier peint beige d'un liquide rouge foncé, ressemblant à du sang. Capucine cria, se couvrant le visage avec les mains, se recroquevillant. « Tu es un monstre, Capucine !» Amaury continua, implacable. « Tu es pire qu'un animal. Un animal tue pour manger. Tu as torturé mon père par caprice, par paresse, par pure méchanceté. Je suis ta femme !» Capucine cria, essayant de reprendre le contrôle, faisant appel au statut qu'elle était en train de perdre. « Tu vas croire la parole de la femme de ménage, de cette favelada sale ? J'ai tout fait pour nous, pour qu'on n'ait pas à s'occuper de la bave et de la couche de ce vieux inutile qui ne fait que coûter cher. » Le silence qui suivit le mot inutile était lourd, dense. Amaury la regarda avec un dégoût absolu. Il sortit son téléphone de sa poche. La police est en route, et l'ambulance aussi. Maltraitance sur une personne vulnérable. Détention illégale. Appropriation indue. Fraude. Je vais m'assurer que tu perdes tout. Le nom, l'argent, la liberté. Tu vas sortir d'ici menotté. Les yeux de Capucine s'écarquillèrent. La réalité avait enfin percé sa bulle de narcissisme. Ce n'était pas une dispute de couple qui se terminerait par une perle d'excuses. C'était la fin de sa vie. Amaury, non, s'il te plaît, pense à la presse. Cela va détruire ta réputation. Le scandale. Ma réputation, je la reconstruis avec la vérité. La tienne se termine aujourd'hui. Il pointa la porte d'entrée que Madame Gisèle venait d'ouvrir. Madame Gisèle tenait la porte ouverte, non pas comme une servante, mais comme celle qui ouvre la cellule pour que le prisonnier sorte. Elle regardait Capucine avec mépris. « Sors. »« Quoi ?»« Sors de ma maison, maintenant, avant que la police n'arrive. S'ils te trouvent ici, je ne réponds plus de moi. Mais mes vêtements, mes bijoux, mes cartes, rien de tout cela ne t'appartient. » Amaury fit un pas en avant, l'intimidant physiquement. « Tout ce qui est ici a été acheté avec mon argent, avec l'argent que tu as volé à la dignité de mon père. Tu sors avec les vêtements sur le dos, et si j'étais toi, je courrais. » Capucine regarda Amaury, elle regarda Madame Gisèle, elle regarda la maison luxueuse qu'elle pensait posséder. Elle essaya de garder un reste de contenance. Elle releva son menton tremblant, ajusta son peignoir en soie taché de vin. « Tu vas le regretter, Amaury. Tu n'es rien sans moi. Tu vas te retrouver seul avec ce vieux gâteux et cette petite servante sale. Vous méritez. » Elle marcha jusqu'à la porte, le talon frappant le sol comme un marteau défaillant. Mais avant de sortir, Amaury porta le coup final. « Capucine !» Elle s'arrêta sur le seuil, se retournant avec un brin d'espoir. « Rends-moi la bague. » Capucine regarda la bague de fiançailles en diamant sur son annulaire, le symbole de tout ce qu'elle voulait.
Elle essaya de tirer, mais son doigt était enflé de chaleur et de tension. Elle dut forcer, griffant sa peau. Elle enleva la bague et la jeta au sol, aux pieds d'Amaury. Le diamant frappa le bois et roula au loin. « Garde cette cochonnerie !» Elle sortit dans la rue chaude, claquant la porte. Amaury resta là, respirant lourdement, la poitrine montant et descendant. Il regarda la bague brillant sur le sol. Il ne la prit pas. Il la poussa sous le canapé, comme si c'était des déchets. Il regarda l'escalier. Le cauchemar de 3 ans était terminé. Maintenant commençait le long chemin de la guérison. 3 mois plus tard, le soleil du matin pénétrait par les fenêtres du salon, qui étaient maintenant grandes ouvertes. Il n'y avait plus de rideaux lourds bloquant la lumière et cachant des secrets. Le manoir, autrefois un mausolée froid, sentait maintenant le gâteau de maïs, le café frais et les fleurs cueillies dans le jardin. Dehors, sous l'ombre généreuse d'un ipé jaune en fleurs, un homme âgé était assis dans un fauteuil roulant moderne et confortable. Monsieur Armand de Valois était une autre personne. Il ne ressemblait plus au prisonnier squelettique de l'aile Est. Il avait pris du poids, ses joues étaient rosies par la santé, ses cheveux blancs étaient coupés courts et bien coiffés, brillants au soleil. Il portait une chemise polo bleu propre et un pantalon en lin confortable. À ses côtés, assis sur un banc en bois rustique, Amaury de Valois lisait le journal du dimanche à haute voix pour son père. Et les actions de l'entreprise ont augmenté de 10% cette semaine, retrouvant la confiance du marché. « Tu vois, père, nous allons bien. La tempête est passée. Bien, bien. » Monsieur Armand de Valois sourit, distrait, regardant 2 petits oiseaux se battre pour une miette. « Et l'avion, Amaury ? » ?»« L'avion est dans le hangar, père. Dimanche prochain, nous irons le voir décoller, d'accord ? Le médecin a autorisé la sortie. »« D'accord. Avec Solène ?» Amaury sourit, pliant calmement le journal. « Bien sûr, père. Sans Solène, nous n'irons nulle part. L'avion ne vole pas sans le pilote. » À ce moment-là, Solène apparut sur la terrasse, portant un plateau avec une carafe de jus d'orange glacé. Elle ne portait plus l'uniforme gris et triste de femme de ménage. Elle portait une robe légère, fleurie, simple mais belle, qui mettait en valeur sa jeunesse. Des ballerines confortables aux pieds. Ses cheveux étaient lâchés, tombant sur ses épaules, brillants et vivants. Elle semblait plus jeune, plus légère, comme si elle avait enlevé une tonne de ses épaules. « Voici le ravitaillement !» annonça-t-elle souriante, la voix résonnant dans le jardin. Monsieur Armand applaudit, heureux comme un enfant. « Du jus. Solène a fait du jus. C'est celui de l'orange douce. » Solène servit le verre de monsieur Armand avec soin, tenant le verre pour qu'il puisse boire, puis essuyant le coin de sa bouche avec une serviette en tissu brodé, pas en papier. Amaury observa la scène en silence, la façon naturelle dont elle touchait son père, avec respect et un amour sincère, sans dégoût, sans obligation. La manière dont la lumière du soleil frappait son visage, illuminant ses yeux marrons. Il se leva et s'approcha d'elle. « Laisse-moi t'aider avec le plateau. » Il prit le lourd plateau de sa main et le posa sur la table d'appoint. Solène sourit, timide, baissant les yeux pendant une seconde. La dynamique entre eux avait changé radicalement, mais il y avait encore une hésitation respectueuse, un territoire nouveau en cours d'exploration. « Le médecin a appelé », dit Amaury à voix basse, juste pour elle entendre, tandis que son père se distrayait avec le jus. Il a dit que ses analyses de sang sont excellentes. L'anémie a complètement disparu. Il a dit que c'était un miracle que la récupération soit si rapide. Solène regarda monsieur Armand, qui essayait de siffler un petit oiseau. Ce n'était pas un miracle, Amaury. C'étaient des soins. Il avait juste besoin de savoir que quelqu'un se souciait de lui. La solitude tue plus que la faim. Amaury regarda dans les yeux de Solène. C'étaient des yeux profonds, honnêtes. Les yeux qui l'avaient sauvé de sa propre cécité. « Solène !» Il commença, sortant quelque chose de la poche de son pantalon. Ce n'était pas une bague, c'était une clé dorée, neuve, avec un ruban rouge. Solène fronça les sourcils, curieuse. « Qu'est-ce que c'est ? La clé du garde-manger !» Amaury rit, secouant la tête. «
Non, j'ai fait enlever toutes les serrures de cette maison. Il n'y a plus de porte fermée, ici. Il prit sa main, rugueuse à cause de années de travail, et mit la clé dans sa paume, fermant ses doigts sur le métal. C'est la clé du pavillon d'amis, cette petite maison en pierre au fond du jardin. Celle que nous avons rénovée ces dernières semaines. Le pavillon d'amis, mais pourquoi? Je sais que tu vis encore dans cette chambre de bonne louée au centre, Solène. Je sais que tu prends 2 bus bondés chaque jour pour venir t'occuper de mon père. Je ne veux plus de ça. Je ne veux pas que tu partes à la fin de la journée. Amaury, je ne peux pas accepter. C'est trop. Je suis employé. Ce n'est pas un cadeau, Solène. C'est de la justice. Il prit ses mains entre les siennes avec fermeté. Tu as rendu la vie à mon père. Tu m'as rendu mon humanité. Tu es la gouvernante de cette maison maintenant, officiellement. Gisèle s'occupera du nettoyage en profondeur. Tu t'occupes de nous. Mais je voudrais que tu sois plus que ça. Solène sentit son cœur s'emballer, son visage devenant chaud. Plus, je voudrais que tu fasses partie de la famille, pour de vrai. Amaury rougit, semblant être un garçon timide, loin de la posture de PDG. Je sais que c'est tôt. Je sais que j'ai été un patron horrible, aveugle et négligent. Mais j'apprends à voir. Et ce que je vois, chaque jour, c'est que cette maison n'a de lumière que lorsque tu es dedans. Je ne veux pas que la lumière s'en aille. Monsieur Armand, qui semblait distrait par les oiseaux, tourna brusquement son fauteuil roulant vers eux. « Embrasse-la tout de suite, garçon !» il cria, riant et frappant sa cuisse. « Ne sois pas lent, Eliane aurait déjà embrassé. Tu as hérité de la lenteur de ton grand-père. » Solène et Amaury rirent, surpris, l'atmosphère tendue se brisant en joie. « Mon père a ordonné, » dit Amaury, un sourire malicieux apparaissant sur ses lèvres. « Et tu sais, dans cette maison, maintenant c'est lui qui commande. Je ne fais qu'obéir. » Solène regarda Amaury. Pour la première fois, elle ne vit pas le millionnaire inaccessible. Elle vit l'homme qui avait pleuré devant la porte d'une chambre sale. Elle vit l'homme qui avait défendu son honneur contre sa propre épouse. Elle vit un homme bon. Eh bien, si le patron a ordonné, plaisanta-t-elle les yeux brillants d'émotion. Qui suis-je pour désobéir? Amaury se pencha lentement, laissant le temps à Solène de reculer si elle le souhaitait. Elle ne recula pas. Il l'embrassa. Ce fut un baiser doux, tendre, sous la lumière du soleil chaud et le regard approbateur d'un vieux père sauvé. Ce ne fut pas un baiser de conte de fées parfait, ce fut un baiser de réalité, de 2 personnes brisées qui se sont réparées ensemble. Et ainsi, le manoir, qui était autrefois un château d'horreur et de silence, vibrait maintenant de rire, d'espoir et de la promesse d'une nouvelle vie sous le ciel bleu d'un nouveau jour. Avez-vous aimé cette histoire de résilience? Pensez-vous que Capucine a eu la fin qu'elle méritait ou aurait-elle dû aller en prison? Et Amaury a-t-il mérité le pardon? Dites-le moi dans les commentaires. À la prochaine histoire.